Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour, parlez pas trop vite. Merci pour votre invitation. C'est pas exclu, donc. On va tout faire pour y arriver. François Bayrou vous a tendu la main ce matin sur RMC et BFM TV puisqu'il propose de revoir l'aide médicale d'État pour les étrangers sans papier. Vous saisissez cette main? L'aide médicale d'État, c'est la gratuité totale des soins pour les étrangers qui sont en situation irrégulière. Ça coûte un peu plus d'1 milliard d'euros par an. Et ce panier choque beaucoup de Français à l'heure où un retraité sur 3 renonce à se soigner parce que le reste à charge est devenu aujourd'hui exorbitant et trop important. C'est une revendication de longue date du Rassemblement national et François Bayrou propose, à quelques jours d'une chute probable de son gouvernement, sans doute d'acheter une forme de mansuétude à l'égard du Rassemblement national, mais je ne suis pas dupe, les électeurs non plus. J'ai cru voir que dans cette restriction annoncée dans les prochains jours de ce panier de l'AME, il y aurait la suppression de la rééducation par balnéothérapie. Oui. Bon, il reste encore beaucoup de soins, si vous me le permettez, à supprimer avant d'arriver à un sentiment de justice chez des millions de gens. Donc on voit bien là que tout ça est fait pour se moquer du monde et que dans quelques jours, François Bayrou va très certainement devoir quitter son poste et que les Français en ont marre de cette politique qui est menée depuis 2017, qui se ressemble Premier ministre après Premier ministre. Et je l'ai dit, je pense que rien de sain et rien de stable ne peut émerger dans cette situation et que, me semble-t-il, la seule situation pour permettre au pays de retrouver une majorité solide et donc un cap clair à l'Assemblée nationale, c'est évidemment de revenir devant les Français, soit par l'intermédiaire d'une dissolution de l'Assemblée nationale, soit évidemment par une nouvelle élection présidentielle. On va y revenir, mais vous allez faire tomber François Bayrou et le prochain Premier ministre sera sans doute socialiste ou venu de la gauche. C'est en tout cas le souhait maintenant d'Emmanuel Macron. Oui, mais je pense que le macronisme, c'est le socialisme en pire. Et quand un gouvernement propose, c'est très amusant d'ailleurs qu'il prenne en son sein... Olivier Faure, c'est pas pire que François Bayrou dans votre état d'esprit? Monsieur Bayrou reprend une grande partie des mesures du Parti socialiste. C'est-à-dire, quand on propose un budget qui fait 20 milliards d'euros de prélèvements obligatoires en plus, quand Monsieur Barnier, l'année dernière, et c'est la raison pour laquelle nous l'avions censuré, envisageait d'augmenter les prélèvements obligatoires de 40 milliards d'euros, que dans le même temps, on aggrave la dépense publique de 30 milliards d'euros et qu'on ne remet pas le pays sur le chemin de la croissance et de la production, condamnant ainsi le pays à faire de l'austérité budgétaire auprès de la France du travail, c'est-à-dire à aller taper au portefeuille les Français qui bossent, les Français qui se lèvent tôt et les Français qui travaillent, eh bien, je considère effectivement que M. Bayrou se rend comptable d'une politique budgétaire qui est socialiste, à l'heure, et c'est un peu l'inquiétude qu'ont beaucoup de nos compatriotes, où on demande des efforts toujours aux mêmes quand les économies dans la mauvaise dépense publique ne sont pas faites. Et d'ailleurs, c'est un peu le sens de l'échange qu'on a eu hier avec le Premier ministre. Comment expliquer aux Français qu'on se serre la ceinture quand de l'autre côté, on augmente par exemple la contribution de la France au budget de l'Union européenne de 5 à 7 milliards d'euros par an, quand des grandes économies de la zone euro comme l'Allemagne ou comme les Pays-Bas ont obtenu des rabais? Comment est-ce que vous expliquez aux Français qu'on offre par exemple la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière, qu'il n'y a aucune conditionnalité pour bénéficier des allocations familiales, alors que c'est pourtant un critère dans beaucoup de pays européens? Ça interroge beaucoup de nos compatriotes. Mais si vous étiez aux affaires, dans votre budget, il n'y aurait aucune augmentation d'impôts? Non. Et nous proposons... Même sur les plus riches? Bah vous pouvez. Mais lorsqu'ils partiront, vous aurez pu énormément de rentrées fiscales. Donc, nous souhaitons transformer l'impôt sur la fortune immobilière en un impôt sur la fortune financière, mais je veux dire, la logique qui consiste dans un pays qui a 46% de prélèvements obligatoires, qui a besoin de respirer, qui a besoin de plus de liberté pour nos chefs d'entreprise, qui a besoin d'une augmentation des salaires pour les Français de la classe populaire et de la classe moyenne. Ceux qui ont un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, par exemple, la taxe Zuckman, qui consisterait à prélever 2% sur ces 100 millions d'euros, vous êtes contre? Alors la taxe Zuckman, je pense qu'il n'y a pas d'argent magique et les prévisions qui sont faites par M. Zuckman, à savoir un prélèvement annuel de 15 milliards d'euros, m'apparaît très largement au-dessus de la réalité du pays. Je pense qu'il n'y a pas besoin de créer une nouvelle taxe. Il y a besoin d'alléger la fiscalité sur les Français qui bossent. Il y a besoin d'alléger la fiscalité et ce que j'ai appelé, moi, l'impôt de papier, c'est-à-dire les normes sur les entreprises et sur la France du travail, parce que
Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui travaillent, qui lorsqu'ils ont un contact avec l'État, c'est uniquement pour des problèmes, jamais pour des solutions. C'est pour de la paperasse, c'est pour des formulaires, c'est pour des démarches qui sont extrêmement lentes. Donc, je ne crois pas que le socialisme soit la bonne réponse aux problèmes du pays. Je crois qu'au contraire, il faut faire confiance aux Français qui travaillent, il faut faire confiance à nos industriels, il faut faire confiance à nos chefs d'entreprise, à nos artisans, à nos commerçants, parce que je veux dire, si on veut affronter le mur de la dette, il faut effectivement faire la chasse à la mauvaise dépense publique. Et nous proposons un plan d'économie de 100 milliards d'euros en 5 ans. Nous proposons de lutter contre les gaspillages d'argent public, la contribution de la France au budget de l'Union européenne, l'immigration, la fraude sociale, le coût des éoliennes, les subventions aux panneaux solaires chinois, tout un tas d'économies, notamment dans le train de vie de l'État, parce que on parle beaucoup des Français qui se serrent la ceinture, mais on ne parle pas suffisamment de la nécessité de réduire le train de vie de l'État quand on voit que l'État, année après année, augmente son train de vie. Et je ne parle pas uniquement des élus, je parle aussi de ces innombrables, de ces 1900 agences d'État qui ont été pointées par un rapport du Sénat, qui coûtent beaucoup d'argent. Donc je pense qu'en se mettant autour de la table, on peut dégager des économies dans la mauvaise dépense publique, mais pour affronter le mur de la dette, il faut évidemment recréer de la croissance, déverrouiller les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la production et remettre le pays sur le chemin de la prospérité. Juste un petit mot, parce que vous avez rencontré François Bayrou hier. Il est déjà dans le coup d'après, il est déjà parti, selon vous, François Bayrou? C'était lunaire. D'abord, chaque fois que la République nous convoque, on répond à son appel et on se rend évidemment toujours volontiers pour... on a le premier groupe à l'Assemblée nationale, la troisième force du Parlement européen, donc il est normal qu'on accepte de dialoguer avec le Premier ministre, mais ça ne nous a pas fait changer d'avis, parce que peu importe le figurant, et encore une fois, moi j'ai du respect personnel pour mes adversaires, je respecte la fonction de Premier ministre, mais je veux dire, peu importe le figurant. La question, c'est la politique qu'on mène. Et quand on regarde le vote des dernières élections européennes et des dernières élections législatives, il y a beaucoup de Français, il y a une majorité de Français qui ne souhaitent plus voir la politique d'Emmanuel Macron se poursuivre. D'ailleurs, François Bayrou vous reçoit, mais au même moment, Emmanuel Macron à l'Élysée dit que vous ne faites pas partie de l'arc républicain. Et il dit on ne peut pas négocier avec vous. C'est quoi on a du mal à comprendre les Parce que moi, je me rappelle que Emmanuel Macron, lors des dernières élections législatives, il a retiré ses candidats pour faire élire une quarantaine de députés du nouveau Front populaire, qu'il qualifiait, s'agissant de la France insoumise quelques semaines auparavant, de forces politiques qui alimentaient le communautarisme et qui soufflaient sur les braises de l'antisémitisme dans notre pays. Donc moi, je n'ai aucune leçon à recevoir de gens qui font alliance avec l'extrême gauche, qui proposent le programme le plus dépensier de toute l'histoire de la Ve République, qui alimentent le communautarisme et qui jouent de l'ambiguïté à l'égard de la lutte contre l'islamisme. Charles Consigny. Vous tenez aux Français un discours rassurant et vous positionnez toujours en vous mettant du côté des Français contre un gouvernement et une classe politique supposément... c'est sympathique, j'attends la suite. Criminel. Non, mais vous faites ça. Moi, je vois deux limites à ça. D'abord, je ne vois pas en quoi votre programme à vous va nous sortir de l'ornière. C'est un programme qui reste sur les questions économiques et sociales d'inspiration tout à fait socialiste. Puisque vous êtes pour, et ça n'a pas changé, j'ai vérifié sur votre site internet, la retraite à 62 ans, ce qui veut dire fatalement et mécaniquement des bas salaires, parce qu'il faut ponctionner les salaires en charge pour financer cette retraite à 62 ans, et vous êtes contre la réduction du nombre de fonctionnaires. Marine Le Pen, que vous n'avez pas encore grand remplacé, mais peut-être que c'est une question de temps, a expliqué que réduire le nombre de fonctionnaires, c'était un truc de droite. Donc, je ne vois pas en quoi vous seriez à même, là, de nous sortir de nos difficultés budgétaires, parce que vous ne voulez pas faire les économies nécessaires. Et deuxièmement, je trouve que votre posture... Moi, je ne suis pas fan de Bayrou. Je constate, comme vous, qu'il met la charrue avant les bœufs. On ne comprend pas son histoire de vote de confiance, etc. Mais vous avez été, il n'y a pas très longtemps, au MEDEF. Vous n'êtes pas sans savoir que les entreprises françaises, le monde économique, il n'a pas envie de cette censure. C'est-à-dire que ce dont vous avez envie pour un intérêt qu'on comprend en fait assez politicien, pour le succès de votre parti et pas forcément pour le succès de la France, eh bien le monde économique n'en veut pas. Et d'ailleurs, j'ai lu là à l'instant que le MEDEF prépare une tribune pour appeler tout le monde à la raison, appeler les forces politiques à la raison et ne pas faire tomber le gouvernement Bayrou. Donc voilà, moi je me demande si vous n'êtes pas dans une démarche très politicienne et si l'intérêt supérieur de la France ne passe pas après l'intérêt du Rassemblement national. Alors, il y a plusieurs points dans votre parole et je vais essayer d'y répondre point par point et sans langue de bois. D'abord sur la stabilité.
Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a des inquiétudes aujourd'hui dans ce qu'on appelle les milieux économiques, c'est-à-dire d'abord chez les Français qui travaillent, qui ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés dans les prochains jours, et évidemment à l'égard des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Moi, ce que j'ai souhaité dire, puisque vous mentionniez les rentrées des entreprises de France au MEDEF, à nos chefs d'entreprise, c'est que... Vous leur avez écrit, les chefs d'entreprise. Je leur ai adressé un courrier parce que moi, je ne supporte pas ce chantage, si vous voulez, à l'instabilité. Nous, on a toujours été responsables. Ça fait 2 fois que vous faites tomber un gouvernement quand même. Parce que le premier gouvernement, celui de M. Barnier, prévoyait d'augmenter les prélèvements obligatoires de 40 milliards d'euros. Il avait fait beaucoup de faveurs. Est-ce que, dans la situation actuelle du pays, dans la situation actuelle d'incertitude de l'entreprise française, il est bon pour nos entreprises de voir les prélèvements obligatoires augmenter de 40 milliards? Je considère que c'est cela l'instabilité. Oui, mais ce n'était pas sur les entreprises. Est-ce que, à l'issue de la première censure, lorsque M. Bayrou est arrivé, est-ce que nous n'avons pas fait preuve de responsabilité en laissant à M. Bayrou l'occasion et l'opportunité de faire œuvre de son savoir et lui laisser sa chance? Nous avons été responsables dans cette période-là. Mais je considère aujourd'hui, dans la situation actuelle du pays, que nous ne pouvons pas nous permettre 20 milliards d'euros. Que dites-vous aux chefs d'entreprise pour les rassurer? Je dis aux chefs d'entreprise... On a beaucoup de chefs d'entreprise inquiets de la situation en disant c'est pas bon pour les affaires. Ce qu'on lit dans la presse, c'est que vous avez l'intention de faire tomber tous les gouvernements en réalité pour pousser Emmanuel Macron soit une nouvelle dissolution, soit une démission. Donc, pardon, vous faites un courrier aux chefs d'entreprise, mais en fait, vous les mettez dans une situation très compliquée. Et on sait que l'économie française est assez gravement fragilisée par cette instabilité. Non, mais attendez, soyons. Non, mais est-ce que c'est la stratégie de faire tomber tous les gouvernements pour pousser Emmanuel Macron à démission? Vous ne pouvez pas me reprocher, compte tenu de la campagne électorale des élections législatives qui s'est tenue à l'été dernier, d'avoir une responsabilité dans l'impasse et dans l'incertitude dans laquelle est le pays aujourd'hui. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu d'accord, et encore une fois, on ne va pas faire de politique politicienne, mais s'il n'y avait pas eu d'accord au second tour entre l'extrême gauche et la Macronie, nous aurions eu une majorité pour mettre en œuvre un projet qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le sujet. Mais ce qui est socialiste, c'est de faire 20 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. Ce qui est socialiste, c'est l'avalanche de normes. 62 ans, hein. Ce qui est socialiste, et si vous ne réduisez pas le nombre de fonctionnaires, vous devrez faire les mêmes impôts. Mais on va parler du nombre de fonctionnaires, j'ai pas de tabou. Ce qui est socialiste, c'est l'avalanche de normes. C'est les 28 000 nouveaux textes réglementaires qui ont été pondus par la Commission européenne depuis 15 ans et qui fait qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, il passe la moitié de sa semaine dans son bureau et l'autre moitié de sa semaine sur le terrain. C'est ça qui est socialiste. Il n'y a pas eu de politique de l'offre. C'est ce que j'ai dit devant le MEDEF. On ne peut pas dire qu'il y a une politique de l'offre quand on supprime une partie des impôts de production et quand, de l'autre, on a une avalanche de normes qui nous coûte 4% du PIB et 60 milliards d'euros. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Que dites-vous aux chefs d'entreprise? Mais je suis en train de vous répondre. Alors, le chef d'entreprise qui est inquiet parce que s'il dit ça y est, on va rentrer dans une période politique très instable, peut-être une dissolution, c'est pas bon pour les affaires, tout simplement. Ce que je dis aux chefs d'entreprise, c'est que, et c'est pas une façon de me laver les mains, c'est que, le Rassemblement national n'a pas la responsabilité du blocage dans lequel se trouve le pays. C'est que, et je tiens aux chefs d'entreprise un discours de vérité, je ne vois pas d'issue dans la situation actuelle de l'Assemblée nationale. Alors, quel que soit et je dis troisièmement à un chef d'entreprise que si on veut une majorité stable, si on veut de la lisibilité sur 5 ans, si on veut remettre le pays sur le chemin de la croissance et de la production, il faut qu'il y ait une cohérence entre le vote des Français, entre l'expression d'une majorité de Français et la représentation de l'Assemblée nationale. D'accord, mais vous êtes sûr d'avoir une majorité absolue? Non, je ne suis pas sûr. En cas de dissolution? Je ne suis pas sûr puisque je ne connais pas le résultat des élections, donc par définition, je ne connais même pas la date. Mais je viens dire à nos compatriotes que l'hyperfiscalité, c'est pas une fatalité. Que l'avalanche de normes, c'est pas une fatalité. Oui, mais là, il n'y a pas d'hyperfiscalité. Le prix de l'électricité, qu'un prix de l'énergie qui est 2 fois plus élevé qu'aux États-Unis et qui condamne aujourd'hui l'industrie, mais qui condamne aussi nos petits commerçants, nos artisans, c'est la conséquence de notre soumission aux règles européennes de fixation des prix. Donc, moi, si vous voulez, M. Conseiller, j'essaie d'apporter des réponses. Mais je ne suis pas Premier ministre aujourd'hui et je n'ai pas de responsabilité dans la situation d'impasse dans laquelle nous ont plongé nos opposants politiques. Et on peut parler des fonctionnaires. Le budget. Attendez, parce que les fonctionnaires, il faut qu'ils répondent. Je considère qu'il y a trop de fonctionnaires dans les bureaux et qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires sur le terrain. La priorité, me semble-t-il, est d'alléger la bureaucratie d'État dans les 1900 agences gouvernementales. Donc, par définition, lorsque nous abaissons la bureaucratie d'État dans ces agences gouvernementales qui, bien souvent, servent à recaser les copains, à faire du clientélisme électoral, et ça a été pointé par un rapport du Sénat, et dont l'utilité et le coût est plus que discutable, eh bien, évidemment que nous allons réduire la masse d'agents publics. Donc, vous voulez réduire le nombre de fonctionnaires? De facto, quand mais c'est pas ce que dit Marine Le Pen. Mais ça n'est pas vrai.
Ah, Je veux dire, écoutez, on a l'interview. Elle dit non, ça c'est des trucs de droite. mais parce qu'on agite ça comme un réflexe. Je pense qu'il ne faut pas opposer d'abord les Français les uns aux autres. On a un million de qu'on a fonctionnaires besoin, de plus qu'en Allemagne. on a besoin de soignants, on a besoin de policiers, on a besoin de personnel dans la justice, on a besoin de personnel dans les services publics de terrain. Mais il y a aujourd'hui une inflation de la masse salariale de l'État, notamment dans les bureaux. Vous n'êtes pas qui fait d'accord que- avec Marine Mais Le bien Pen. sûr C'est que pas nous sommes. grave. Non mais la suppression des agences, Monsieur Consigny. Vous êtes plus C'est libéral dans son programme. qu'elle. Vous êtes plus libéral qu'elle. Mais je pense qu'il faut sortir de ces vieilles étiquettes. Moi, je suis libéral, c'est convaincu pas une vieille étiquette. par Ne une faites chose pas en du économie. Macron. Non, moi, pas je en suis même temps. Je suis convaincu par une chose en économie, c'est la croissance et la production. Non, Et est-ce je que vous pense êtes que plus si libéral on ne qu'elle remet pas... moi, Moins étatiste. je pense que dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, bobo. il faut redonner plus de liberté à nos chefs d'entreprise. Et je pense que l'entreprise est aussi, à la fois par ses travailleurs et par ses dirigeants, l'une des réponses à la Mais avec la retraite à situation 62 ans, vous exorbitante pourrez pas. de la dette dans notre pays. Parce que qui paye ses dettes s'enrichit. Et donc, si on veut affronter le mur de la dette, il faut recréer de la croissance. Et pour cela, il faut effectivement remettre l'État à sa place, redonner de l'oxygène et de la liberté à nos chefs d'entreprise. Vous savez, devant le MEDEF, j'ai cité l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Après 1945, la France est à genoux, la France est exsangue. Et si 10 ans après, la France est plongée dans les 30 glorieuses et dans une croissance et dans une prospérité remarquable, c'est parce qu'il y avait non seulement une vision, une solidité institutionnelle, mais par-dessus tout une confiance à la fois dans l'ouvrier et le patron, dans le travailleur et le chef d'entreprise. Et c'est cet état d'esprit dont je viens de parler avec lequel il faut renouer.